Bonjour et bienvenue à cette formation présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada intitulée Santé sexuelle et intimité après un diagnostic de cancer. Nous vous présentons le module 3. Je me présente, Geoffrey Moll, gestionnaire des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Avant de débuter la présentation principale, j'aimerais vous faire part de notre mission et vous présenter quelques ressources qui pourraient vous être utiles à vous et aux personnes que vous soutenez. À la SLLC, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à la communauté des cancers du sang. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou plusieurs de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. À la fin, vous recevrez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes. Plus de 1500 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Vous retrouverez des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, sur les aspects psychosociaux, la survivance au cancer, etc. De nouvelles formations s'ajoutent régulièrement. Plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'UDM. Visitez le www.formationcontinuecancerdu-sang.ca. Et finalement, le soutien psychosocial et émotionnel est important pour la SLLC. Notre programme de soutien par les pairs a été identifié comme un service clé, mais beaucoup ne le connaissent pas. Des survivants bénévoles qui ont terminé leur traitement depuis au moins un an, sélectionnés et formés, partagent leur histoire avec des patients nouvellement diagnostiqués, avec ceux qui sont confrontés à une nouvelle option de traitement ou encore qui ont des questions sur l'après-cancer. L'âge, le sexe, le diagnostic et le traitement sont pris en compte pour garantir le meilleur jumelage possible. Ce programme contribue à donner de l'espoir et à atténuer l'anxiété et à créer des attentes réalistes. Nous proposons également des groupes de soutien virtuels d'un bout à l'autre du pays, animés par des professionnels. Nos groupes de soutien permettent à la communauté des personnes atteintes d'un cancer du sang d'entrer en contact avec d'autres personnes qui font face aux mêmes défis, dans le confort de leur foyer. Chaque participant crée des liens grâce aux discussions de groupe, partage des méthodes d'adaptation et des informations et brise l'isolement. Visitez notre site web cancerdusang.ca pour plus de détails. Il est maintenant temps de vous présenter nos conférencières Frida Dibong et Pascal Rousseau. Madame Frida Dibong est infirmière clinicienne bachelière en sciences infirmières et détentrice d'une maîtrise en gestion des organisations sanitaires et sociales. Elle a occupé différents postes depuis son arrivée au Québec en 2019, notamment dans les CHSLD, comme infirmière assistante du supérieur immédiat, coordonnatrice d'activités en hébergement, chef d'unité de vie et gestionnaire de proximité en administration provisoire. Elle débutera un nouveau rôle de gestionnaire responsable de centre d'hébergement en septembre 2024. Pascal Rousseau travaille pour la Société de leucémie et lymphome du Canada depuis août 2016. Elle a occupé Elle a occupé plusieurs postes, toujours au sein de l'équipe des services à la communauté. Depuis 2023, elle est la gestionnaire des programmes communautaires à la SLLC. Mais ici, elle met son chapeau de sexologue pour vous présenter cette formation. Pascal a un baccalauréat et une maîtrise en sexologie. Elle est membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Pascal, Frida, la parole est à vous. Ben, merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, Frida et moi, on est très contentes de vous présenter le module 3. Donc, pour monter ce module, on s'est basé sur la formation de Réanne Booker, Optimizing Sexual Health and Intimacy After a Cancer Diagnosis. C'est une formation qui a été enregistrée en 2023. Puis Réanne, c'est une infirmière clinicienne en oncologie et en soins palliatifs qui a plus de 20 ans d'expérience en soins infirmiers et elle travaille au sein du programme de services de soins palliatifs et de fin de vie à Calgary, en Alberta. Donc, on s'est basé sur cette présentation-là. On s'est également basé sur l'unité 7, santé sexuelle, qui provient des modules d'auto-formation pour les infirmières de l'Association canadienne des infirmières en oncologie en 2020. Et quelques précisions également sur ces formations. Donc, elles ont été montées pour le personnel infirmier
en oncologie, mais peuvent être visionnés, puis les informations et les outils peuvent aussi s'appliquer aux autres spécialistes en oncologie. Et deuxième petite précision, la santé sexuelle et l'intimité va être abordée dans toute l'expérience du cancer, que ce soit du diagnostic jusqu'à l'après-cancer et même en soins palliatifs et en soins de fin de vie. Donc, tel que mentionné par ma collègue en introduction, dans cette troisième partie, j'ai la chance d'être accompagnée de Frida Dibong. Alors, merci beaucoup, Frida, d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Pascal, oui, c'est un plaisir de partager cette formation avec toi et bien sûr, tout le long, on va échanger et sur les questionnements et sur les pratiques pour pouvoir apporter les informations nécessaires aux professionnels. Donc, le plan de la présentation comportera des objectifs, les normes pour l'ACIO, le rôle du personnel infirmier, la prise en charge des dysfonctions sexuelles en oncologie, la pratique clinique, une conclusion, des ressources et des références pour s'appuyer pour les professionnels. Donc, pour commencer par les objectifs, il s'agit de discuter des stratégies permettant d'optimiser la santé sexuelle et l'intimité après un diagnostic de cancer. Il s'agit également de partager les ressources que les spécialistes en oncologie peuvent utiliser pour répondre aux préoccupations des personnes touchées par un cancer en matière de santé et d'intimité. Donc, par rapport à ces objectifs, pour ce faire, on va vous présenter 3 histoires pour illustrer les différentes problématiques. Donc, j'aimerais ici mettre en lumière les normes de pratique de l'Association canadienne des infirmières en oncologie. Donc, il s'agit pour elles, donc ces infirmières, de répondre aux besoins des personnes qui sont touchées par le cancer et de leurs partenaires en matière de sexualité. Donc, parmi ces besoins, on parle des soins qui sont personnalisés et holistiques, des soins qui sont axés sur la famille, la relation thérapeutique qui est basée sur le soutien. Pour le personnel infirmier spécialisé en oncologie, à ces mêmes normes viennent s'ajouter d'autres points qui sont l'évaluation globale de la santé, la prise en charge des symptômes du cancer et le traitement des effets secondaires, et pour finir, l'enseignement et l'encadrement. Par rapport au rôle du personnel infirmier, l'infirmier ou l'infirmière doivent être conscients que les problèmes sexuels peuvent survenir à tous les stades de la maladie. Donc, pour ça, il faut discuter de manière ouverte et sans tabou avec les personnes touchées par le cancer de leurs problèmes sexuels, évaluer leur santé sexuelle régulièrement et fournir de l'information adaptée à ces problématiques sexuelles malgré les difficultés que vous pouvez ressentir. Par rapport à ces problèmes de santé sexuelle, nous verrons ici, sous la loupe du modèle biopsychosocial, comment est-ce qu'il faudrait se comporter. Donc, il est important de reconnaître que les problèmes de santé sexuelle sont très souvent constitués de facteurs biopsychosociaux. On entend par là des facteurs biologiques, psychologiques, socioculturels et une partie interpersonnelle. Ce que vous voyez ici, c'est une adaptation du diagramme que le docteur Daniela Whitman, travailleuse sociale et professeure agréée clinique au département d'urologie de l'Université du Michigan, a pu mettre en place. Elle est également sexologue certifiée, donc ce qui vient aussi appuyer notre présentation. Ce diagramme démontre des interactions entre les différentes composantes biopsychosociaux. Donc, pour la composante biologique, on va parler des altérations des hormones, du changement sur le corps, par exemple des cicatrices, des pertes d'une partie du corps, par exemple dans le cancer du sein ou le cancer des testicules, par exemple. Donc, la perte de sensation, la douleur, la fatigue. Donc, tout cela peut composer la partie biologique. Pour les composantes psychologiques, on va parler des émotions, par exemple l'anxiété, la dépression, de l'image corporelle,
de la motivation au changement. Pour les composantes socioculturelles, il s'agira ici de religion, spiritualité, de valeurs culturelles et de normes sociales. Les composantes interpersonnelles sont constituées, elles, par exemple, par les relations avec l'intimité, l'identité sexuelle et de genre, ainsi que la communication. Dans le meilleur des mondes et dans l'intervention en clinique avec la personne touchée par le cancer, il est important d'adopter une approche biopsychosociale pour gérer les problèmes de santé sexuelle, et ce, en collaboration avec l'équipe médicale en place, c'est-à-dire l'infirmière, l'oncologue. On peut aussi citer, et on ne va pas oublier toujours, une sexologue ou un sexologue, un psychologue ou une psychologue, s'ils sont disponibles. C'est pas à vous de faire la thérapie ou encore de poser le diagnostic. Les sexologues ou les psychologues ou encore l'équipe psychosociale vont aborder les questions en lien avec la psychologie, les facteurs socioculturels et interpersonnels, et l'équipe médicale va cibler son intervention davantage sur la partie biologie et médicale. La collaboration entre tous est très importante parce que souvent, il est difficile de distinguer l'un et l'autre, et l'ensemble des composantes biologiques est interrelié avec les composantes psychologiques. Pour continuer dans le rôle du personnel infirmier, donc, on sait que le sujet de la sexualité peut être perçu comme difficile à initier par les infirmiers et les autres spécialistes en oncologie pour plusieurs raisons. Donc, ça peut être des obstacles personnels, par exemple le manque de confiance, des inconforts dus au sujet. Ça peut être des obstacles organisationnels, pardon, par exemple le manque de formation, ou des obstacles sociétaux, comme par exemple, on sait tous plus ou moins que la sexualité reste quand même un sujet tabou. Et donc, toutes ces problématiques ou toutes ces perceptions peuvent justifier les difficultés à évaluer la situation d'une personne et à fournir l'information pertinente dans le cas de problématiques sexuelles. Donc, dans sa présentation, donc, comme a dit Pascal, nous appuyons sur Rayane Booker. Elle a mis l'emphase sur des éléments lors de l'intervention des spécialistes de la santé. Donc, pour plusieurs éléments donc, que je vais citer, on a l'importance de l'évaluation précoce de la sexualité. Donc, il ne faut pas attendre durant la vie après le cancer. Donc, il y a l'importance de l'éducation des personnes touchées par le cancer et de leurs partenaires sur les moyens de maintenir l'intimité et la santé sexuelle. Il faut bien reconnaître le rôle des partenaires et les soutenir dans ce rôle important pour les personnes touchées par le cancer. Il y a l'importance aussi d'offrir de l'écoute avec compassion et bienveillance, toujours. Il faut rester naturel, authentique. Il faut connaître les dispositifs d'assistance non invasifs qui sont mis à disposition, par exemple des dilatateurs, des lubrifiants, des crèmes hydratantes, etc. Concernant ces dispositifs, Pascal nous en dira plus dans la suite. Donc, on continue toujours sur l'importance d'aider les personnes touchées par le cancer, sur la gestion des symptômes qui sont liés au cancer ou au traitement, des symptômes ou d'autres signes peuvent être comme la douleur, des nausées, on a des vomissements, on a plusieurs autres symptômes qui sont associés à la gestion du cancer et des traitements surtout liés au cancer. Il faut connaître les interventions médicales possibles, donc les médicaments, les dispositifs d'assistance, la thérapie par injection, des implants, etc. Là encore, Pascal nous en dira plus. Et enfin, orienter les personnes touchées et leurs partenaires vers des services d'urologie, de gynécologie, d'endocrinologie, de physiologie du plancher pelvien, de sexologie, de psychologie, etc. Concernant la prise en charge des dysfonctions sexuelles en cancérologie, nous parlerons ici de favoriser une évaluation systématique. C'est-à-dire qu'en tant qu'infirmier ou infirmière qui prodigue des soins holistiques et voit les personnes et les partenaires sur une longue période,
vous êtes les personnes les mieux placées pour évaluer les problèmes liés au cancer, mais les problèmes surtout sexuels liés au cancer ou au traitement, et pour y trouver des solutions. Donc, les solutions sont à trouver, bien sûr, avec les personnes qui sont atteintes du cancer et qui sont sexuellement touchées par leur cancer. Cette intervention s'inscrit très certainement dans le champ de la pratique infirmière. Toutefois, plusieurs infirmiers et infirmières avouent souvent mal se sentir mal à l'aise d'aborder le sujet avec les personnes touchées. D'autres disent ne pas en savoir assez sur le sujet et n'évaluent donc pas cet aspect chez les personnes touchées par le cancer. Ces situations sont fréquemment rencontrées et de nombreuses études en parlent aussi et rapportent que les spécialistes de la santé en oncologie, y compris le personnel infirmier, négligent souvent cet aspect, même s'il est important pour les personnes touchées. Donc, les deux premières parties de cette formation vous ont fourni du contenu factuel qui vous permettra de répondre à la plupart des questions des personnes touchées par le cancer et de leurs partenaires également. Il est essentiel d'évaluer régulièrement les fonctionnements sexuels et les difficultés rencontrées durant le traitement et le suivi. Il existe plusieurs façons d'évaluer la sexualité et les fonctions sexuelles des personnes touchées par le cancer, ce qui vous permettra d'avoir une structure et d'être un peu plus à l'aise d'aborder ces sujets. Donc, globalement, pour des infirmiers et pour des professionnels de la santé, l'abord de ce sujet peut être fait par des modèles que nous allons vous suggérer ici. Donc, le premier modèle, c'est un modèle qui s'appelle le modèle PILSATI. Donc, lui, il comporte 4 niveaux. Donc, le P pour permission, le I pour information, le L pour limité, donc permission, information limitée, le S pour suggestion à adapter et T, thérapie intensive. Donc, pour dire, le PILSATI, c'est permission, information limitée, suggestion adaptée et thérapie intensive. Donc, chacun des modèles que nous allons vous proposer donc, propose un abord différent, mais pour concourir à la même chose. Donc, ici, sur le PILSATI, chacune des étapes suggère un degré d'investigation et d'une évaluation plus approfondie au fur et à mesure qu'on déroule le modèle. Donc, nous avons un autre modèle, c'est le modèle en 5 étapes. Lui, il est connu des spécialistes en abandon du tabagisme, mais ça peut être un outil utile pour ouvrir la conversation sur des changements d'ordre sexuel et pour offrir un cadre pour diriger la personne vers d'autres ressources. Donc, lui, le modèle en 5 étapes, ben, comme son nom l'indique, il comporte 5 étapes. La première, c'est aborder. La deuxième, évaluer. La troisième, c'est informer. Quatrième, c'est orienter. Et pour finir, la cinquième, c'est organiser. Ensuite, on termine par le troisième modèle qui s'appelle le modèle Better. Lui, il a été conçu pour être utilisé aussi en oncologie. Donc, il ressemble un peu au modèle Pulsati, puisque le premier niveau d'intervention consiste aussi à introduire le sujet. Donc, il est à noter ici que le Better, c'est en anglais, mais nous l'avons traduit en français et on retrouve les 4 étapes qui sont expliquées, signifiées, trouver le bon moment et consigner. Donc, on consigne toujours nos transmissions dans le dossier médical. Ben, merci beaucoup, Frida, pour toutes ces informations, hein, pour avoir mis la table à la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui. Comme Frida vous l'a dit, dans cette partie de la formation, elle et moi, on va aborder les problématiques de santé sexuelle pour mettre en application toutes les informations et les modèles que nous avons vus dans la première partie. Et pour ce faire, on va vous proposer 3 histoires. Et on va débuter par la première histoire, qui est l'histoire de Jean. Et je vais laisser Frida nous parler de Jean.
Merci Pascal. Donc oui, comme tu l'as dit, hein, c'est sûr que c'est toujours plus parlant d'avoir des histoires réelles ou des histoires vécues en service. Donc la première histoire, c'est l'histoire de Jean, qui est un homme de 61 ans. Il a été diagnostiqué avec un lymphome hodgkinien depuis 6 mois. Donc il est marié avec Marie et ils ont 3 grands-enfants. Sa femme est très présente, elle s'occupe de son agenda, elle gère ses rendez-vous, elle l'accompagne à tous les examens, à tous les soins et elle est présente aussi lors des périodes d'hospitalisation. Donc, Jean vient me voir parce qu'il a des effets secondaires et voudrait que je l'aide à gérer ses effets secondaires. Il voudrait de l'aide, pas forcément de moi, mais il voudrait qu'on puisse l'aider à gérer ses effets secondaires. Mais Pascal, bien franchement, je ne vois pas de besoin en lien avec la sexualité dans cette histoire. Est-ce que tu pourrais nous aider à délier un peu les choses, s'il te plaît? Ben oui, bien sûr, Frida. Donc, effectivement, tu as raison. Dans le discours de Jean, il y en a pas, donc il ne nomme pas de besoin en lien avec la sexualité. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'y en a pas? Donc, si on ne pose pas la question à Jean, bien, il y a de fortes chances pour que tu ne le saches pas. Peut-être que Jean est un peu mal à l'aise. Peut-être qu'il évalue que c'est pas si important. Donc, pour essayer de creuser un peu plus avec Jean, on pourrait utiliser le modèle Better. Ah oui, bonne idée, Pascal. Maintenant que tu le dis et maintenant que tu l'as un peu, on va dire, décortiqué, je vois comment est-ce qu'on pourrait mettre en application le modèle Better, en m'appuyant bien sûr sur la théorie du dit modèle. Donc, on se rappelle bien que dans le modèle Better, la première étape est d'introduire le sujet. Donc, par rapport à Jean, donc, je lui explique, ou le professionnel peut lui expliquer que les traitements, le fait qu'il ait un cancer, qu'il vive avec un cancer, ça provoque beaucoup d'effets secondaires. Ça, c'est indéniable. Et dans différentes sphères, il faut le savoir aussi, mais aussi dans la sphère des relations intimes et sexuelles, parce que c'est sûr que quand on pense effets secondaires dans une pathologie ou dans des pathologies type cancer, n'importe quelle pathologie, on occulte beaucoup les parties intimes, les parties sexuelles. On ne pense pas que ça peut être touché. Donc, moi, je vais vers Jean ou vous allez vers Jean ou la personne qui est concernée en lui demandant, est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous êtes touché dans vos parties, dans les relations intimes, dans votre sexualité? Est-ce que ça se passe bien au niveau de l'intimité, de la sexualité avec Marie? Et Jean, une fois que je suis allée vers lui et que je lui ai posé la question, il m'a dit, ben oui, oui, un moyen, moyen. Bon, là, on sent qu'il est gêné, mais bon, il y a quand même un début de réponse qui m'oriente vers la deuxième étape du modèle Better, qui est celle d'expliquer. Et donc là, j'explique à Jean, ben, Jean, vous savez, la sexualité est importante pour la qualité de vie et je me propose d'en parler avec vous. Donc là, j'explique les choses et je me mets en disposition pour lui apporter une explication, mais déjà l'écouter. Et la troisième étape, enfin, va consister à signifier ce que j'ai à dire à Jean, c'est-à-dire je lui signifie que je peux l'aider à trouver des ressources appropriées pour répondre à ses préoccupations. Et je lui dis qu'il peut me poser des questions en d'autres occasions si le moment ne convient pas pour le moment. Et là, bonne surprise, Jean me dit, ben oui, je suis un peu gênée de vous le dire, mais puisque vous l'abordez, je n'arrive plus à avoir une érection assez solide et longue pour avoir une relation sexuelle complète avec Marie. Là, je commence à avoir de quoi faire pour pouvoir l'accompagner et l'aider. Et j'aborde avec lui donc la quatrième étape qui est l'éducation dans le modèle Better. Et je lui donne l'information au sujet des effets secondaires de son traitement. Je lui signifie vraiment de tout cœur que je suis contente qu'il m'ait fait confiance,
parce qu'il faut noter aussi que la confiance fait partie de la relation, parce que s'il n'y a pas de confiance, le patient en face ne peut pas se livrer. Donc, je le félicite, entre guillemets, de m'avoir fait confiance pour aborder cette question avec moi. Et je l'invite à ce que nous regardions ensemble les options qui peuvent s'offrir à lui. Et pour finir, donc, je consigne, bien sûr, tous les éléments de notre discussion, tous les éléments qui concernent aussi ses réactions et ce qu'il m'a fourni comme éléments dans son dossier et par la suite, toutes les options que nous aurons à regarder ensemble. Eh bien, Pascal, nous avions bien raison de questionner un peu plus Jean. Voilà ce qu'il m'a dit, hein, concrètement. Donc, Jean et sa conjointe Marie avaient une sexualité épanouissante avant la maladie. Leur rapport sexuel, ils en avaient plusieurs fois par mois et Jean se masturbait au moins une fois par semaine. La sexualité a complètement changé avec les traitements de chimiothérapie. Sa libido n'a fait que diminuer. Il ne se masturbe plus et les rapports sexuels se sont espacés. Les fois où Jean et Marie ont essayé d'avoir une relation sexuelle avec pénétration, Jean a eu de la difficulté à maintenir son érection et à avoir une érection ferme. Ben merci beaucoup, Frida, pour cette explication et pour avoir eu l'ouverture là, de poser la question à Jean. Et je pense effectivement que tu as bien fait de poser des questions. Donc, on va écouter attentivement Jean et Marie, si elle est présente, avec compassion et bienveillance. Et avec l'équipe médicale, on va leur proposer des solutions que je vous propose ici. Donc, on va regarder un peu les outils qui s'offrent à nous pour améliorer la fonction érectile des gens qui sont touchés par le cancer. Donc, tout d'abord, il est vraiment important d'essayer de comprendre autant que possible quelles sont les raisons des difficultés érectiles, car certaines stratégies et interventions vont être mieux adaptées que d'autres à certains types de fonctions érectiles. Par exemple, s'il y a de très graves lésions nerveuses, les médicaments comme le Viagra et le Cialis ne vont pas avoir tendance à fonctionner aussi bien. S'il n'y a pas de de dysfonctionnement nerveux grave, mais plutôt la présence de fatigue, d'anxiété, dépression, alors oui, il y a toute une série d'actions différentes qu'on peut faire. Probablement la plus courante que la plupart connaissent, ce sont les médicaments. Donc, les inhibiteurs oraux de la phosphodiesterase de type 5, donc comme le Cialis, le Viagra, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails des indications, contre-indications, hein. Je suis pas médecin ou infirmière, donc vraiment valider avec l'équipe traitante, l'équipe médicale, mais juste dire que ces médicaments-là fonctionnent essentiellement en augmentant le guanosine monophosphate cyclique et les cellules musculaires lisses du pénis, ce qui va entraîner ensuite une relaxation des muscles lisses et une augmentation du flux sanguin dans le corps caverneux. Ces médicaments-là vont prendre entre 30 et 60 minutes pour faire effet. Donc, évidemment, il y a une certaine planification qui va être nécessaire. Il y a des gens qui aiment moins ça, là, la planification, donc ça réduit la spontanéité, c'est bien certain. S'il y a un dysfonctionnement nerveux très grave, comme je le mentionnais, les médicaments ne vont pas fonctionner. Et même, de même, s'il y a un faible taux de testostérone ou si le patient est hypogonadique, les médicaments peuvent également ne pas fonctionner. Mais ceci étant dit, c'est un traitement qui est non invasif. Donc, on continue avec les stratégies potentielles pour améliorer la fonction érectile. Ensuite, vous allez retrouver des dispositifs externes comme des anneaux de tension utilisés pour maintenir une érection créée par la pompe à vide. Il peut y avoir des boucles de constriction réglables qui sont conçues pour fournir suffisamment de pression supplémentaire pour maintenir une érection forte. Et dans sa présentation, Réanne Booker va mentionner l'Elator que vous voyez à l'écran, qui est un appareil conçu spécifiquement pour s'ajuster à toutes les dimensions de pénis. Il est fabriqué aux États-Unis. Il coûte environ de 300 à 350 dollars américains. C'est un type de matériau qui est semi-rigide, qui s'étire et qui va aider le pénis à être en position semi-dressée.
Toujours dans les stratégies potentielles pour améliorer la fonction érectile, on va ensuite retrouver des injections intracaverneuses de vasodilatateurs. C'est une autre option. Souvent, la première dose va être faite en clinique, puis ensuite, on donne de l'éducation aux hommes ou à leurs partenaires pour les injections suivantes. C'est une petite aiguille comme celle utilisée en diabète. Le médicament va être injecté dans la partie latérale du pénis en évitant bien sûr les principaux vaisseaux et ça va ensuite être absorbé dans le corps caverneux et ça va amener à l'érection. Donc, le bénéfice de cette approche, c'est que l'injection contourne le besoin d'apport neuronal d'oxyde nitrique, de sorte que les hommes qui souffrent de dysfonctionnement érectile de type neurogène, comme après une prostatectomie ou d'autres dysfonctionnements nerveux plus graves, ces hommes-là peuvent toujours bénéficier de ces injections avec une efficacité de 85 à 90 mais vous pouvez imaginer que ce n'est pas la thérapie de première intention car c'est quand même une thérapie invasive. Puis je dirais que la plupart des hommes n'aiment pas s'injecter là, dans le pénis. Donc, mais pour ceux qui ont essayé d'autres options et ces options-là n'ont pas été efficaces, ça peut être quelque chose qui peut être proposé. Il faut dire également que les médicaments que l'on injecte sont généralement pas couverts par le régime publics d'assurance maladie peuvent être assez chers, assez coûteux. Donc, il faut voir est-ce que c'est couvert par les assurances privées. C'est vraiment une question qu'il faut aborder avec les hommes ou avec le couple. Et ensuite, Réanne, dans sa présentation, va vous parler des suppositoires intra-utéromuse, so Medicated Urethral System for Erection, ou en bon français, système urétral médicamenteux pour l'érection, qui implique l'application d'un médicament dans l'urètre qui est ensuite absorbé dans le corps caverneux avec une efficacité de l'ordre de 20 à 40 Donc, ce n'est pas aussi efficace que les injections, mais ça peut être efficace pour certains hommes. Alors, dernière stratégie pour améliorer la fonction érectile, on va parler des systèmes de thérapie sous vide. Donc, on va utiliser l'anneau de tension que l'on a vu plus haut, quelques diapositives plus haut, qui va être placé à la base du pénis pour garder le sang dans le pénis pour qu'une érection assez ferme se produise pour la pénétration. Les hommes ont vraiment besoin d'être informés qu'ils vont devoir s'assurer d'avoir une bonne qualité de produit pour que ça fonctionne, que ça peut coûter environ entre 2 et 400 dollars. Il existe de nombreux appareils très différents là, qui sont disponibles en ligne et dans les magasins de jouets sexuels, mais ce n'est pas toujours de bonne qualité. Puis, on a vraiment besoin d'un bon appareil de qualité pour obtenir une bonne étanchéité et une bonne efficacité et un bon appareil qui va permettre une telle efficacité et va permettre une efficacité de l'ordre de 90 à 100 Donc, c'est vraiment très efficace avec le bon appareil. Donc, c'est certainement une bonne option pour des hommes qui nécessitent, mais ça nécessite une certaine dextérité manuelle. Puis encore une fois, ça élimine la spontanéité, donc ça peut être perçu comme un inconvénient, mais ça fonctionne tout de même très bien. Et ensuite, on a les implants péniens. C'est un dispositif médical qui va être implanté dans le corps caverneux. Donc, il n'est donc pas apparent de l'extérieur, mais il est intégré dans l'appareil génital masculin. Les composantes de l'implant sont des biomatériaux inertes, connus pour être généralement bien acceptés par l'organisme humain, comme les stimulateurs cardiaques, les prothèses mammaires ou les prothèses testiculaires. Donc, l'implant pénien, c'est une option de traitement efficace pour les hommes qui présentent des symptômes d'une dysfonction érectile sévère à irréversible. L'implant pénien peut aider les hommes qui ont de la difficulté à obtenir ou à maintenir une érection, ainsi que ceux qui ne peuvent pas du tout obtenir d'érection. Il peut également aider les hommes dont les érections ne sont pas assez fermes pour une activité sexuelle. Et les implants vont être implantés chirurgicalement. C'est pourquoi ils ne constituent pas une approche de première intention. Et il existe aussi différents types d'implants, un implant gonflable en 2 ou 3 parties, un réservoir qui est soit implanté dans le scrotum ou dans l'abdomen, qui peut être pompé, puis le liquide va dans le cylindre qui se trouve dans le pénis et ça va provoquer une érection temporaire. Et il peut être ensuite dégonflé après l'activité sexuelle. Puis il y a une autre option, c'est l'implant malléable, donc semi-rigide ou dissimulable. Il y a une tige semi-malléable pour que l'homme puisse ajuster le pénis à l'angle souhaité. Donc, ces options sont très efficaces, donc entre 95 et 100 d'efficacité, mais nécessitent une intervention chirurgicale pour être implantées. Ce n'est pas couvert par les régimes publics là, de toutes les provinces canadiennes. Donc, il faut encore une fois
validé avec les assurances privées. Je vais aussi vous parler de la phase orgasmique. Donc, pour la gestion des changements dans l'éjaculation, c'est beaucoup axé sur l'éducation et la sensibilisation, ainsi que sur la discussion avec le partenaire. On peut également aborder la climaturie, hein, où il y a de l'urine qui va s'écouler au moment de l'éjaculation. On peut utiliser une boucle de constriction à la base du pénis. Ça peut aider. Des préservatifs, puis on peut suggérer la physiothérapie du plancher pelvien. Donc, toutes ces options-là peuvent être très utiles pour aider les changements au niveau de l'éjaculation. Et finalement, dans les changements au niveau de l'orgasme, c'est un peu plus difficile. Il n'y a pas eu beaucoup d'études réalisées sur le dysfonctionnement orgasmique après un cancer. Donc, vous savez, c'est vraiment, encore une fois ici, le rôle important pour la psychothérapie. Les stratégies de méditation basées sur la pleine conscience peuvent être très utiles. Certaines études ont examiné la stimulation vibratoire pénale. Ce serait principalement dans le contexte du cancer de la prostate. Puis au niveau des médicaments pour l'orgasme, ça a été étudié principalement dans la population atteinte du cancer de la prostate, avec des résultats pas très concluants en termes d'efficacité. Donc, pour le moment, les spécialistes ne recommandent généralement aucun médicament pour la fonction orgasmique. Et ce qui serait recommandé, c'est d'essayer d'aider dans les autres aspects du cycle de la réponse sexuelle, surtout dans la phase d'excitation, afin que vous sachiez s'il y a des rapports sexuels douloureux, s'il y a des problèmes avec la fonction érectile. Vous savez, si on peut aider à résoudre certains de ces aspects en amont, on peut parfois constater que ça conduit à une amélioration de la fonction orgasmique, donc au niveau de l'éjaculation et au niveau de l'orgasme. Et finalement, je vais aborder l'importance de la communication dans le couple. Donc, vous avez devant vous un couple, hein, Jean et Marie, et on a vu dans la partie 2 comment l'expérience du cancer peut modifier les relations intimes. Puis même si votre rôle, c'est pas le traitement ou le diagnostic, c'est pas le counseling non plus, vous pourriez leur proposer des pistes de solutions. Donc, par exemple, vous pourriez parler de planifier à l'avance une rencontre sexuelle pour gérer la fatigue et la douleur. Si le matin, c'est plus facile pour Jean, mais voilà, on suggère des relations sexuelles le matin. Donc, on explore l'heure, on explore le contexte optimal, on explore les positions optimales. Il y a une variété de positions qui peuvent être utilisées. On peut explorer l'utilisation de jouets sexuels. Alors, viser le plaisir et non l'orgasme. Des fois, c'est une façon de penser différente pour certaines personnes, certains couples, mais ça peut vraiment faire une différence. Et leur dire de prendre leur temps et de faire preuve de patience, c'est aussi très important. Merci Pascal, hein. C'est vraiment beaucoup d'informations très utiles, très, très, très utiles et on va en faire bon usage et je souhaite que mes confrères en fassent bon usage, confrères, consoeurs, et ainsi que toute l'équipe professionnelle, médicale y comprise, et les futurs patients peut-être auxquels on aura à faire face. Donc maintenant, je voudrais vous parler aussi d'une autre histoire. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Emma. Donc avec une autre, on va dire, une autre vue par rapport à la prise en soin sur la sexualité liée au cancer. Donc Emma, elle, c'est une femme de 25 ans qui a subi il y a 2 ans une transplantation de cellules souches hématopoïétiques provenant d'un donneur allogénique compatible non apparentés pour traiter une leucémie myéloblastique aiguë. Elle se présente à la clinique pour une évaluation de routine et lorsque je lui demande si elle a quelqu'un dans sa vie, depuis la dernière fois que je l'ai vue, elle rougit et elle semble très mal à l'aise. Donc, c'est sûr que là, ça me renvoie aussi mon malaise dont on a parlé, c'est-à-dire le malaise aussi des professionnels hein, de la santé, même si on est infirmier ou autre titre. Et là, Pascal, je reviens encore vers toi. Est-ce que, par rapport au fait d'avoir posé cette question, est-ce que je devrais passer à une autre question puisqu'elle est mal à l'aise, elle semble gênée? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, s'il te plaît?
Ben, en fait, Frida, non, je pense que tu devrais, avec douceur et compassion, hein, c'est toujours la bonne chose à faire, utiliser la compassion. Tu devrais peut-être essayer de tenter de savoir ce qui la rend mal à l'aise. Et si je peux te suggérer, pour ce faire, tu pourrais peut-être utiliser le modèle PILSATI. Ok, bon. Oui, oui, Pascal, c'est une bonne idée, une très bonne idée. Donc, avec le modèle Pilsati, ben, j'irai avec le premier palier, c'est-à-dire que je commencerai par la permission, donc qui est le P du modèle Pilsati. Donc, je vais commencer par lui dire, si je comprends bien, c'est qu'elle a une question gênante, que ma question est peut-être gênante, mais que je suis là pour l'aider à l'aborder. Donc, je vais quand même poser la question et lui dire que oui, je suis dans l'écoute et la compréhension de savoir que la question que je lui ai posée est gênante, mais que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment, mais quand elle sera prête, je serai toujours là pour l'écouter et l'aider à trouver une solution. Donc, l'accompagner dans le sens du partage de sa difficulté par rapport à mon questionnement, mais tendre la main pour l'écouter et trouver le bon moment pour pouvoir l'accompagner et trouver des solutions avec elle. Donc, au final, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai bien fait de lui poser la question, hein, comme tu disais, Pascal, parce que Emma m'a dit qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle pendant son traitement et l'année et demie ayant suivi sa greffe. Elle dit qu'elle a eu 2 tentatives ratées de pénétration vaginale avec un vibrateur qui lui ont causé une douleur insoutenable. Donc, du coup, par rapport à ça, elle évite les rencontres avec d'autres femmes de peur d'une activité sexuelle. Elle décrit la vive douleur qu'elle a ressentie lors des tentatives de pénétration avec le vibrateur et même de simples effleurements de la vulve ou du vagin. Donc voilà un peu Pascal. Elle a fini par le dire quand même et donc voilà. Donc avec le modèle Pixati, j'ai quand même pris la permission de le faire, quoi. Ben oui, puis effectivement, là, je pense que c'est une très bonne chose, Frida, parce que Emma semble vivre beaucoup de détresse en lien avec cette situation. On ne sait pas, tu es peut-être la première personne à qui elle ose en parler, donc ça veut dire beaucoup. Alors, je pense que tu as très bien fait, de lui poser, des questions. Et Parfait. dans le même ordre d'idée, je pense qu'il faudrait en savoir un petit peu plus sur les antécédents d'Emma, savoir ce qui pourrait causer ces problèmes physiques. D'accord. Ben, à ce moment-là, oui, ben, je poursuivrai donc en questionnant Emma et comme pour te dire, quand j'ai continué suite à ce conseil-là, ben, j'ai appris qu'elle a été traitée pour une maladie du greffon contre le lot de la peau, mais qu'elle ne prend plus d'immunosuppresseurs depuis plus d'1 an. Et après la greffe, elle a été vue en gynécologie. Les spécialistes ont considéré que ses problèmes vulvo-vaginaux découlaient d'un manque d'œstrogène dû à un déficit ovarien résultant de l'irradiation corporelle totale et de la chimiothérapie à dose élevée. Donc, elle dit qu'on lui a alors prescrit une hormonothérapie systémique et une hormonothérapie vulvo-vaginale locale qu'elle n'a pas encore commencée. Avant son traitement contre la leucémie, elle n'avait jamais eu de difficultés sur le plan sexuel avec ses conjointes, d'après ce qu'elle dit. Et concernant ses problèmes physiques, sans connaître l'ensemble de ses antécédents et réaliser un examen physique complet, il est difficile de savoir avec certitude ce qui peut causer ces problèmes. Donc, dans bien des cas, les problèmes de santé sexuelle surviennent souvent à la suite de changements à la fois physiques, psychosociaux qui peuvent accompagner le diagnostic de cancer et le traitement. Ça, c'est quelque chose qui a été cité au début hein, de notre présentation. Et dans le cas d'Emma, avec l'information sur ses antécédents, ses problèmes sexuels sont la conséquence d'une éventuelle réaction du greffon contre l'hôte
et qui touche les tissus vulvovaginaux et une hypoœstrogénie secondaire à un déficit ovarien qui a été causé par son traitement. Donc là, je pense qu'on est effectivement un peu plus avancé, hein, toujours Pascal, sur tes conseils. Donc maintenant, au fur et à mesure de l'avancement et des conseils que tu donnes au fil de l'exposé, pour la situation d'Emma, quelles seraient les recommandations qui pourraient l'aider, ben, qui pourraient surtout aider à améliorer sa santé vulvo-vaginale au vu de tout ce qu'elle a subi, s'il te plaît? Ben oui, certainement. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles pour aider Emma. Et si on revient au modèle Pilsati, hein, tu as débuté par permission comme étant le premier palier. Le second palier, c'est celui de l'information limitée. Alors, le personnel infirmier devrait être en mesure de fournir ce genre de renseignements. Donc, on pourrait lui parler des hydratants, des lubrifiants qui peuvent aider ou suggérer l'utilisation d'un vibrateur adapté. Dans les ressources à la fin de la présentation, vous allez trouver des sites spécialisés, comme par exemple le site Come As You Are ou encore désirable.ca pour trouver le bon outil. On peut aussi référer les gens là, dans ces sites-là. On peut également suggérer des techniques de relaxation comme la méditation pleine conscience ou encore la psychothérapie ou la relation d'aide en sexologie, en psychologie ou ou avec tout autre spécialiste là, en santé sexuelle, au public ou au privé. Dans le modèle Pilsati, on va retrouver le troisième palier qui est celui de la suggestion adaptée. Ce palier-là, ça requiert une connaissance un petit peu plus approfondie de la sexualité. Donc, ici, on pourrait parler d'utilisation de dilatateurs ou encore d'estrogènes locaux vulvovaginaux en l'absence de contre-indication. Et le dernier palier, c'est la thérapie intensive qui devrait être laissée entre les mains de thérapeutes ou de spécialistes en santé sexuelle, sexologue par exemple, ça peut être un gynécologue. Et le personnel infirmier doit savoir vers qui diriger Emma pour ce type d'intervention s'ils ne sont pas en mesure de l'aborder. Et si votre centre de cancérologie a un programme ou des spécialistes en santé sexuelle, il serait vraiment bon d'envisager d'y diriger Emma pour une évaluation supplémentaire et une intervention. Mais simplement en ayant cette conversation avec Emma, vous allez réduire grandement sa détresse par rapport à son problème. Par ailleurs, Emma pourrait bénéficier d'appliquer des hydratants vulvovaginaux pour apaiser les tissus vulvovaginaux et apprendre à utiliser un lubrifiant pour faciliter les rapports sexuels ou faciliter l'utilisation du vibrateur. Et je vais y revenir dans les prochaines diapositives. Cependant, elle aura probablement besoin de l'expertise de l'équipe médicale qui pourra l'examiner et vérifier qu'elle ne présente pas de signes de la maladie du greffon contre l'autre. Si, par l'intermédiaire de votre centre, elle peut avoir accès à l'équipe psychosociale ayant une expertise en santé sexuelle et pouvant travailler avec elle afin de trouver des moyens d'aborder sa crainte de rencontrer une partenaire et de créer une intimité physique et affective avec elle, ça lui serait sûrement très utile. Et peut-être qu'Emma ne pourra pas s'adonner à certains types d'activités sexuelles, dont la pénétration, même avec un vibrateur, pour un certain temps, mais bien d'autres activités sexuelles n'entraîneront ni douleur ni détresse, qui peuvent s'avérer très plaisants pour Emma et pour sa future partenaire. Donc, pour venir et vous donner de l'information spécifique sur la gestion des symptômes vulvovaginaux, il est important, comme on le fait avec Emma, de bien comprendre là où les raisons qui sont liées aux symptômes. De plus, nous avons, on l'a mentionné souvent, l'importance de la psychothérapie. Et ce qui est souvent prescrit, c'est l'utilisation d'hydratants ou de lubrifiants. Mais ici, c'est important quand même de faire la différence entre les deux. Donc, vous voyez un tableau qui compare les hydratants et les lubrifiants. Donc, les hydratants, tout comme vous hydratez la peau de votre visage, de vos mains, vont être destinés à être utilisés régulièrement, 2 à 3 fois par semaine et jusqu'à 3 mois avant d'obtenir des bénéfices optimaux. Et c'est vraiment pour aider à maintenir le pH vaginal, l'hydratation et la santé des tissus. Et c'est généralement administré par un applicateur ou sous forme de suppositoire, de gel ou de crème.
Les hydratants doivent être appliqués non seulement à l'intérieur du vagin par voie intravaginale, mais également sur les tissus vulvaires afin que l'extérieur et la zone clitoridienne, donc toutes ces zones en particulier, comme l'ouverture du vagin, soit, on doit appliquer là, les hydratants. Il faut bien indiquer aux femmes parce que si elles pensent que c'est rapide, elles commencent, elles les essaient pendant quelques semaines, une semaine ou deux, elles voient que ça ne fonctionne pas et ensuite, elles vont arrêter. Donc, certaines études ont été menées sur l'utilisation directe d'hydratants avec estrogènes vaginaux. Puis ces études ont montré des résultats similaires à l'utilisation d'estrogènes et peut-être même légèrement meilleurs pour aider la santé des tissus vulvo-vaginaux. Donc, l'utilisation d'hydratants avec estrogènes vaginaux peut être très efficace s'il n'y a pas de contre-indication à utiliser des hormones. Donc, il faut bien valider avec l'équipe médicale. Il existe une variété de produits différents sur le marché. Parfois, certains contiennent des conservateurs et différentes choses là, qui peuvent être irritants pour les tissus. Donc, on conseille vraiment aux femmes d'essayer un autre modèle s'il y a une irritation. Les lubrifiants, donc dans la colonne de droite, sont disponibles en gel ou en liquide. C'est appliqué dans le vagin et autour des organes génitaux, le partenaire également, avant l'activité sexuelle. On applique sur les jouets, les doigts, le pénis et ça peut devoir être remplacé pendant l'activité sexuelle puisque la durée est limitée à quelques minutes, 1 heure maximum. Donc, c'est utilisé pour minimiser la sécheresse et la douleur pendant les rapports sexuels, durant les examens gynécologiques, par exemple aussi. Souvent, on va les utiliser. Ça peut aider à gérer les symptômes, donc la sensation de sécheresse et d'irritation. C'est à base d'eau et de silicone, mais ça peut être à base d'eau, ça peut aussi être à base de silicone, pardon, mais on recommande vraiment à base d'eau, ça se lave plus facilement. Et certains agents conservateurs comme le propylène glycol, donc la glycérine, les sucres, les arômes, qu'on peut quelquefois retrouver dans les lubrifiants, surtout, peuvent être très irritants. Ça peut amener des infections vaginales à levure. Donc, encore une fois, on conseille aux femmes d'essayer différents produits puis de voir ce qui fonctionne pour elles. On peut conseiller d'utiliser de la vitamine E comme hydratant et même comme lubrifiant. Donc, il faut percer la capsule de vitamine E avec une petite aiguille. Certaines femmes n'aiment pas nécessairement toucher leurs tissus vaginaux elles-mêmes. Donc, il peut y avoir des applicateurs qu'elles peuvent trouver un peu plus faciles. Mais chez d'autres, les applicateurs peuvent être irritants et durs à l'insertion et ça peut être inconfortable. Donc, il y a plusieurs options possibles. Il faut simplement offrir toutes les options, pardon, pour une utilisation maximale. Et concernant toujours dans les symptômes vulvo-vaginaux, les stratégies potentielles, donc on va voir la dilatation vaginale et historiquement, c'est quelque chose qui était davantage recommandé pour les femmes qui subissaient de la radiothérapie au niveau pelvien, en particulier de la curithérapie. Et c'était proposé une fois le traitement terminé. Mais maintenant, donc les professionnels ont vraiment constaté l'utilité de la dilatation vaginale dans divers contextes, quel que soit le type de cancer et le type de traitement. Donc, si une femme n'a pas eu de rapport sexuel depuis longtemps, comme c'est le cas pour Emma, l'utilisation de la dilatation vaginale graduée peut l'aider à reprendre confiance en elle et à comprendre à nouveau ce qui fait du bien, ce qui ne fait pas de bien. Et souvent, les dilatateurs peuvent être distribués gratuitement via le Centre de cancérologie. Et dans sa présentation, Ryan Booker propose des dilatateurs Syracuse qui sont disponibles en différentes tailles. Ils sont faits d'un matériau ferme, assez dur, flexible, en silicone. Il existe également d'autres produits sur le marché. Et évidemment, ces produits ne sont pas toujours couverts et peuvent être coûteux. Donc, vous pouvez visiter le site Comme As You Are, que j'ai mentionné tout à l'heure, très bien, et un nouveau site québécois, désirable.ca, désirable avec un S.ca, qui ont vraiment de beaux produits. Donc, vous allez également retrouver les coordonnées dans notre liste de ressources. Et le Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York propose un programme de réadaptation. Donc, il doit vraiment y avoir une bonne utilisation de la dilatation et ça doit se produire plusieurs fois par semaine pendant environ 10 minutes par séance. Et le Memorial a un excellent document sur la façon d'utiliser un dilatateur vaginal. Donc, le lien est à l'écran.
Puis vous savez que les femmes peuvent également utiliser un vibrateur pour se dilater avec ou sans la fonction vibrante. D'autres stratégies que je vous propose, je viens de le mentionner, les vibrateurs, il y en a pour tous les goûts, tous les genres, sur les mêmes sites que j'ai nommés tout à l'heure. Et on encourage les femmes à utiliser quelque chose de plus fin à l'extrémité pour que ce soit un petit peu plus facile à insérer. Il y a la physiothérapie du plancher pelvien. Ça peut être très bénéfique. C'est pas seulement pour les femmes qui ont eu de la radiothérapie pelvienne, mais certainement aussi pour les changements de type post-ménopause, avec cette perte d'estrogène, cette perte d'élasticité du plancher pelvien. Donc, on retrouve aussi de l'hypertonie du plancher pelvien où les muscles sont assez tendus. Ça peut donc être recommandé pour ces femmes de consulter un ou une physiothérapeute du plancher pelvien. Ce sont vraiment des spécialistes qui ont une expertise dans la formation spécifique pour la physiothérapie du plancher pelvien. Donc, il y a une formation spécifique là, pour les physiothérapeutes. Donc, encore une fois, la physiothérapie est généralement pas couvert là, par les régimes de santé provinciaux, mais c'est souvent en privé, donc avec les assurances privées s'il y en a. Il y a différentes cliniques de physiothérapie qui proposent cette technique-là. L'important, je le répète, c'est que ça soit donné par un ou une physiothérapeute qui a une spécialité dans la réadaptation du plancher pelvien. Et la physiothérapie peut être très efficace dans le contexte de la maladie du greffon contre l'autre, où il peut y avoir un raccourcissement du canal vaginal. Il peut être un peu plus court et plus serré, même en termes de circonférence. Quand il y a une perte d'estrogène aussi, là, c'est ce qui cause là, les changements au niveau du canal vaginal. Donc, on peut aussi retrouver de la dyspareunie de collision où les femmes sentent leur partenaire frapper quelque chose là, dans le vagin et où la pénétration en profondeur serait très inconfortable. Il y a un équipement qui s'appelle le O-Knot, qui est un tampon de silicone installé à la base du pénis qui va permettre de contrôler la profondeur de la pénétration. C'est conçu pour être flexible et réglable. Il va aider à réduire la douleur liée à la pénétration sans sacrifier la sensation pour les partenaires. Et sans utiliser d'équipement, il y a des positions qui peuvent aider à limiter la pénétration. On peut placer une main ou une serviette pliée entre les partenaires afin que la profondeur de pénétration soit contrôlée. Concernant l'utilisation d'estrogène pour vraiment aider les symptômes vulvovaginaux, évidemment, il faut y aller avec prudence, il faut valider avec l'équipe médicale pour vous assurer que ce n'est pas contre-indiqué. Donc, dans le cas où l'utilisation d'une thérapie aux estrogènes est indiquée, ça peut être utile. On peut appliquer des estrogènes au niveau du vagin, mais également sur les tissus vulvaires, l'ouverture du vagin, la zone clitoridienne. Cette thérapie peut être très utile pour soulager les symptômes vulvovaginaux. Donc, à l'écran, le Vagifem, où on insère la capsule d'estrogène avec l'applicateur, ce comprimé va du haut en haut du vagin. Donc, c'est vraiment efficace pour traiter la partie supérieure du vagin, mais pas nécessairement la partie inférieure, les tissus vulvaires et l'ouverture du vagin. Donc, on peut utiliser une faible dose de crème aux estrogènes sur les tissus vulvaires. Et le mantra actuellement, c'est vraiment d'utiliser la dose la plus faible pendant la durée la plus courte possible. Mais en réalité, on pense que les estrogènes locaux sont relativement sûrs. Mais on sait qu'il peut quand même y avoir une certaine exposition systémique. Certains des estrogènes vaginaux locaux peuvent se frayer un chemin dans la circulation sanguine en quantité limitée quand même, mais c'est toujours possible. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut y aller avec prudence. Avec une femme qui aurait un cancer positif aux récepteurs hormonaux, par exemple, il faut vraiment la conseiller sur les risques et les avantages. Et finalement, sur les stratégies pour les symptômes vulvovaginaux, on retrouve la thérapie au laser. Hein, ça a reçu beaucoup d'attention et beaucoup de marketing ces dernières années. Donc, ça fonctionne en délivrant une énergie laser fractionnée au dioxyde de carbone sur les tissus vaginaux. Puis, on pense que ça aurait comme résultat une vascularisation accrue. Ça permettrait la croissance de nouvelles cellules et de nouveaux tissus qui pourraient ensuite conduire à une amélioration de la santé vaginale et de la lubrification. Par contre, il y a peu de preuves cliniques, d'essais cliniques randomisés de qualité pour affirmer que la thérapie au laser est nécessairement sûre ou efficace.
C'est très coûteux, plusieurs milliers de dollars. C'est pas couvert par le régime public. Donc, il faut aller voir nos assurances privées. Ça peut causer des problèmes vaginaux, des cicatrices, de la dyspareunie persistante ou qui s'aggravent ou des rapports sexuels douloureux. Et dans sa présentation, Ryan Booker va citer la gynécologue Jen Gunter, qui fait beaucoup d'éducation et de sensibilisation au niveau de la santé vaginale et qui émet des réserves sur l'utilisation de ce genre de thérapie. Vous avez le lien si vous voulez suivre, si vous voulez lire plus en détail l'article. Et pour finir avec Emma, donc, on a vu qu'elle avait préservé ses ovules avant le traitement. Donc, c'est génial que l'on ait pu la guider pour préserver sa fertilité. Alors, je répète que si vous avez devant vous une personne jeune, même si elle n'est pas actuellement en couple, il serait important d'aborder l'oncofertilité et les impacts des traitements parce qu'elle pourrait vouloir fonder une famille dans le futur. Il faut donc être prêt à expliquer les options de préservation de fertilité et d'aiguiller les jeunes adultes vers les bons spécialistes en procréation. Et la discussion doit être consignée par écrit. On est toujours dans le modèle Pilsati. Il pourrait également être important d'aborder avec Emma la question de la contraception, aussi bien pendant qu'après les traitements. Et finalement, on peut référer Emma à des organismes et à des outils pour les jeunes adultes. Vous en verrez plusieurs à la fin de cette présentation pour de l'information ou encore pour du soutien par les pairs. Et je termine cette histoire en vous parlant de contraception. Il est important de sensibiliser toutes les personnes, mais surtout les jeunes, à la contraception pendant et après le traitement, particulièrement pour éviter les grossesses non désirées et les ITSSS qui touchent en majorité les jeunes âgés de 15 à 25 ans. Et concernant l'exposition du partenaire à des agents chimiothérapeutiques, il n'y a pas eu de grandes études à ce sujet et on peut imaginer pourquoi. Hein. Il y a tellement de différents types d'agents chimiothérapeutiques. On en utilise beaucoup en combinaison. On en utilise certains dans le cadre de schémas thérapeutiques sur plusieurs jours. Il serait donc très difficile de les étudier et de formuler des recommandations précises pour les personnes touchées par le cancer. Mais on sait que certains de ces agents thérapeutiques se feraient un chemin vers les spermatozoïdes ou les sécrétions vaginales et, par conséquent, le partenaire peut être potentiellement exposé. C'est quoi la signification clinique de cette exposition? Ça reste à élucider, ce n'est pas nécessairement clair. Le risque est probablement très faible, mais il faut tout de même en parler. Et il faut donc que les personnes, il faut suggérer que les personnes utilisent des préservatifs ou des digues dentaires pendant au moins 72 heures après avoir reçu une chimiothérapie. On sait également que certains médicaments qu'on utilise, comme le lénolidomide ou la thalidomide, qu'on utilise en myélome, par exemple, sont tératogènes, donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire des malformations. Il faut mettre en garde les personnes contre le fait d'être enceintes durant ces traitements. Et au moins 2 à 3 jours après la chimiothérapie, on sait que la majeure partie de la chimiothérapie va être éliminée du corps en quelques jours. Ça devient un peu plus problématique ou difficile pour les personnes qui sont sous chimio orale quotidienne. Donc, vraiment, c'est important d'avoir une discussion individualisée avec la personne touchée par le cancer ou avec le couple. Différents facteurs vont influencer le choix de la méthode de contraception, le type de cancer, l'adhérence, l'acceptabilité des méthodes de contraception et les traitements concomitants. Donc, les contraceptifs qui sont habituellement proposés vont être le stérilet sans hormones et le condom. Et lorsque le nombre de plaquettes est faible, il y a des risques d'augmentation de segments et d'échymose. Il faut faire attention aux pratiques sadomasochistes ou à des pratiques plus musclées. Et lorsque le nombre de globules blancs et de neutrophiles est faible, il y a un risque d'infection qui augmente. Donc, il faut sensibiliser à l'adoption de pratiques sexuelles sûres pour tout le monde, bien évidemment, mais surtout si les personnes touchées par le cancer ont des rapports sexuels avec un partenaire dont elles ne connaissent pas les antécédents médicaux ou si elles ont des inquiétudes concernant les infections sexuellement transmissibles. Bon, ben merci Pascal encore une fois pour toutes ces informations et les explications qui sont claires. C'est sûr que chacun peut y trouver, on va dire, chaussure à son pied selon l'état dans lequel il se trouve, parce que tu as parcouru un peu tous les aspects du soin et des accompagnements liés à chaque, on va dire, anomalie. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant aborder notre dernière histoire, c'est l'histoire de Lise.
Donc, Lise, c'est une femme de 69 ans qui est en phase palliative d'un lymphome diffus à grande cellule B. Elle est mariée avec Paul. Ils ont 2 grands-enfants. Son mari est très présent, il vient la voir tous les jours. Et depuis une semaine, elle est hospitalisée dans l'unité des soins palliatifs de mon centre hospitalier. Lors d'une de nos conversations, elle se plaint du manque d'intimité et que son conjoint semble réticent à la toucher. Donc, ça, c'est pas une situation à la marge, hein, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et donc, là, directement, moi, je me suis proposé d'utiliser le modèle en 5 étapes. Donc, c'est-à-dire que dans le 5 étapes, on sait que le premier niveau, c'est aborder. Donc, je vais ici, avec Lise, explorer directement ce qu'elle veut dire par manque d'intimité, comprendre ce qu'elle veut dire par là. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser hein, directement, c'est-à-dire faire un énoncé introductif avec lequel vous êtes à l'aise. Donc, je vous donne un exemple parmi tant d'autres que vous pourrez faire, c'est-à-dire, je peux dire à Lise, ben, il me ferait plaisir de vous écouter et de vous aider, Lise. Qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que ce que vous vivez est fréquent? À quel degré? À quels différents degrés? Et surtout en institution. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet ou sur un autre sujet. Donc, c'est une façon d'aborder le sujet. Bien sûr que je pense que vous pouvez en trouver d'autres. Ben, j'en posais une comme ça. Et également par des questions ouvertes. Par exemple, Lise, pouvez-vous m'en dire plus sur ce manque d'intimité? Quelles sont vos inquiétudes pour vous, pour votre conjoint? Donc, voilà des types de questions qu'on peut poser pour essayer d'aborder le sujet. Un autre niveau serait, par exemple, d'évaluer les problèmes soulevés en réponse à l'énoncé introductif et en posant des questions ouvertes. Là aussi, je vous propose un type de questions ouvertes qui sont des questions simples, hein. Par exemple, quand est-ce que ça a commencé et comment avez-vous réagi, etc. Vous voyez le style de questions qui peuvent être ouvertes et apporter une réponse de la part du patient, de la patiente en l'occurrence. Donc, en posant des questions ouvertes et en faisant preuve de compassion et d'écoute, bien sûr, il se trouve que Lise m'a dit que son mari et elle ont toujours vécu une sexualité épanouissante, surtout au début de leur relation, quand ils étaient un jeune couple. Mais avec les années, les enfants, le quotidien, le vieillissement aussi, la sexualité s'est beaucoup transformée. La passion du début a laissé place à plus de tendresse, mais le désir était toujours présent. Ils faisaient l'amour 2 à 3 fois par mois environ. Donc, la sexualité a changé petit à petit. Au début du diagnostic de la maladie, il y a 5 ans, la sexualité était toujours présente, mais avec la lourdeur des traitements et là maintenant les soins palliatifs, c'est plus difficile, même si Lise est dans une chambre individuelle. Donc, Lise me dit que même si elle est dans un centre de soins palliatifs, elle désire tout de même avoir des relations sexuelles avec Paul, à tout le moins de l'intimité, passer du temps seul avec lui. Et elle me dit, là j'utilise ces mots, je veux sentir le corps de Paul contre le mien, sa chaleur, sa douceur sont précieuses pour moi. C'est l'homme de ma vie, mais on est toujours dérangé, on n'a aucun moment d'intimité. Paul n'ose même plus s'allonger auprès de moi, pourtant ce serait si bien. J'en ai vraiment besoin. Bien, merci beaucoup d'aborder cette situation, Frida. Donc, dans la partie 1 de la formation, on a abordé les mythes en lien avec la santé sexuelle et le cancer. Puis celui de les personnes en fin de vie n'ont pas de besoins sexuels. C'est quand même un mythe qui est très fréquent et qui est surtout très faux. Et à ce stade de la maladie, les couples ont besoin de contact physique, comme Lise et Paul. Vous devez donc consciemment lever les obstacles physiques et ceux liés aux attitudes afin de répondre aux besoins de ces personnes.
Eh bien, Pascal, là encore une fois, ben, tu as bien raison parce que c'est sûr que c'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on est en fin de vie que qu'on n'a pas le droit hein, à avoir tous ces moments d'intimité. Donc, je continue mon intervention toujours sur tes bons conseils et j'aborde le troisième niveau dans le modèle en 5 étapes qui est celui d'informer. Donc, je vais discuter avec Lise et Paul et je vais leur dire qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ces problèmes pour les rassurer et pour les informer que vraiment, qu'ils ne se sentent pas seuls. Donc, le quatrième niveau, donc, dans le modèle en 5 étapes, c'est celui d'orienter vers des spécialistes ou des ressources. Donc, là, je vais inviter Paul et Lise à fermer leurs portes s'ils souhaitent avoir des moments intimes et en veillant à ce que le personnel respecte leur intimité. Donc, c'est une information à faire en équipe à partir du moment où Lise reçoit des visites de Paul. Il est possible, toujours en service, d'afficher sur la porte, par exemple, que ne souhaite pas être dérangé et cette affiche pourrait suffire pour que le personnel ne puisse pas être intrusif et respecte l'intimité et la présence de Paul et Lise ensemble dans la chambre. Donc voilà. Je pourrais aussi dire à Paul qu'il a le droit de s'allonger sur le lit avec Lise parce que c'est vrai que il peut avoir une réticence vu l'état de sa conjointe et être gêné vu qu'ils sont dans un centre quand même médical malgré tout. Donc, laisser un peu plus de souplesse à Paul et lui dire que, bien sûr, il est bienvenu dans le lit de Lise, en ayant pris aussi l'accord de Lise. Mais là, on sait que Lise, elle en a besoin. Donc, c'est tout à fait adapté de le proposer à Paul. Et dans un monde idéal, bien sûr, les chambres devraient comprendre des lits à 2 places, mais il serait impossible d'entrer et de sortir les lits des chambres et il serait difficile pour le personnel de tourner ou de déplacer les personnes touchées par le cancer. Mais je pense que l'équipe saurait trouver les moyens de bien faire les choses malgré les espaces qui sont parfois à l'étroit. Donc, je pense qu'on pourrait faire de belles choses et quand même satisfaire ces besoins-là pour Lise. Et je pourrais dire à Lise et Paul, surtout Paul, que les baisers, les caresses, les étreintes, les massages ne sont pas douloureux, ils sont pas contre-indiqués et peuvent même faciliter la relaxation et diminuer la douleur. C'est vrai que tous ces gestes-là produisent quand même des hormones de satisfaction et de détente, ça on le sait par ailleurs. Donc, il suffit d'inciter Paul et de lui dire que ben, tous ces gestes-là sont bienvenus et aussi attendus par Lise. Donc, je pourrais aussi, quand je dis je parle à moi-même, mais je parle aussi à vous, hein, je parle à nous tous, à vous, à nous, professionnels de la santé. Donc, encourager Paul à prendre part aux soins de Lise, ses soins personnels, par exemple, l'aider à lui donner son bain, à lui appliquer de la lotion pour le corps afin de favoriser les contacts physiques sans crainte de lui faire mal. Donc, selon les obstacles physiques et émotionnels, il existe aussi des stratégies pour les couples qui souhaitent continuer leur activité sexuelle habituelle. Donc, la première consiste à autoriser les personnes touchées à participer à des activités sexuelles, même en phase terminale. Offrir à la personne ou au couple l'occasion de discuter de préoccupations ou de besoins sur le plan sexuel permet de les rassurer en confirmant ce qu'ils ressentent et en normalisant leur expérience. Et bien sûr, Pascal, ne pas oublier le 5e niveau, c'est-à-dire organiser des suivis et s'informer sur la résolution des problèmes cernés. Et là, lors de la prochaine rencontre, je vais revenir sur la problématique et les solutions proposées, comme d'habitude. Ben, merci beaucoup, Frida, pour d'avoir amené cette troisième histoire. Et si vous voulez aller plus loin, donc je vous donne d'autres stratégies qui visent à atténuer les symptômes. Donc, par exemple, l'administration d'un analgésique pour soulager la douleur et éviter d'être sous calmant lorsque la personne souhaite
participer à des activités sexuelles. Toutefois, les narcotiques peuvent influer sur l'excitation et ainsi se révéler contre-productifs. La fatigue, c'est un symptôme fréquent chez les personnes en soins palliatifs. On encourage donc les couples et les personnes touchées par le cancer à fixer des objectifs réalistes et à profiter de moments pendant le jour où ils sont bien reposés pour vaquer à leurs activités sexuelles, soit seuls ou avec leur partenaire. L'utilisation d'un bronchodilatateur ou d'un inhalateur avant l'activité sexuelle peut être utile chez les personnes touchées par le cancer qui ont des difficultés respiratoires. De même, l'utilisation d'oreillers supplémentaires ou d'un support permet à la personne de s'asseoir plus droit et de faciliter sa respiration. Il existe également d'autres positions sexuelles que le couple pourrait explorer pour gérer la fatigue. Donc, pour terminer sur les gens qui ont un cancer avancé, il y a vraiment cet aliment entre la façon dont on communique dans le contexte des soins palliatifs, ainsi que la façon dont on communique avec les personnes touchées par le cancer au sujet de leurs problèmes de santé sexuelle. Et encore une fois, le personnel infirmier en oncologie peut vraiment les aider à gérer leurs problèmes de santé sexuelle. Également, passer du temps avec les personnes touchées par le cancer en soins palliatifs, on a souvent le luxe de pouvoir passer du temps avec eux. Puis également, être très prudent dans la gestion des symptômes parce qu'ils peuvent vraiment interférer avec la fonction sexuelle et l'intimité. Donc, si on porte une attention à la gestion intensive des symptômes, on peut vraiment aider à atténuer de nombreuses inquiétudes des personnes qui sont touchées par le cancer. Merci Pascal. Donc, nous atteignons la conclusion. Donc, en résumé, la sexualité, c'est un aspect fondamental et central dans la vie de la personne. Il est courant que les changements dans la sexualité surviennent après un diagnostic de cancer pour la personne touchée et son partenaire. Il existe un certain nombre d'interventions non médicales et médicales qui peuvent aider à améliorer la fonction sexuelle après un cancer. Il n'y a pas de bonne quantité de désir ni de relation parfaite. Il n'y a pas de vie sexuelle normale. En raison des compétences et de la relation thérapeutique avec les personnes touchées par le cancer, l'infirmière et l'infirmier occupent une place primordiale pour plusieurs raisons. Donc, pour discuter ouvertement avec les personnes de leur sexualité, incluant ceux issus des minorités sexuelles, incluant régulièrement la sexualité dans son évaluation. Il faut fournir aussi des informations adaptées face aux problèmes sexuels, diriger les personnes touchées par le cancer vers des ressources pertinentes. Donc, je voudrais pour finir souligner l'importance de la collaboration avec les sexologues, n'est-ce pas, Pascal? Oui, bien sûr. Et les membres de l'équipe psychosociale. Donc, l'approche interdisciplinaire et en équipe est la clé. Donc, ne pas hésiter à faire appel à un sexologue ou une sexologue, à un psychologue ou une psychologue, une travailleuse sociale ou un travailleur social, bien sûr, et prendre avantage de leurs compétences en communication, en relation d'aide et en thérapie. Bien, tu as raison, Frida. Alors, cette collaboration, elle est très importante. Les sexologues et les équipes psychosociales, donc les travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs, éducatrices, parce qu'il n'y a peut-être pas de ces spécialistes dans vos équipes, apportent une valeur ajoutée aux interventions. Ils et elles sont là pour collaborer avec vous, pour aider les personnes touchées à aborder la santé sexuelle et l'intimité. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer avec ces différents spécialistes. Et ce n'est pas au personnel infirmier à faire de la thérapie ou encore à poser un diagnostic. Je vous ramène au modèle biopsychosocial qu'on a vu au début de la présentation. Les sexologues, psychologues ou un membre de l'équipe psychosociale, eux, vont aborder les questions en lien avec la psychologie, les facteurs socioculturels et interpersonnels, et l'équipe médicale va cibler son intervention davantage sur la partie biologique et la partie médicale. Ça devient un tout, finalement. Et il est important ici de ne pas être rigide dans nos interventions. C'est pourquoi la collaboration va être très importante parce qu'il est souvent difficile de distinguer l'un et l'autre, les composantes biologiques étant tellement liées avec les composantes psychologiques.
Les spécialistes comme les sexologues sont également présents pour offrir de la formation et pour vous soutenir dans vos interventions. Alors, ce serait bien bête de vous en passer. Et si vous n'avez pas accès à des sexologues dans vos milieux, il existe des cliniques universitaires, par exemple à l'UQAM ou à McGill, et vous les verrez dans les pages de référence, et possiblement à Québec, puisque pour la première fois, une autre université que l'UQAM va offrir le bac en sexologie, c'est-à-dire à l'Université Laval. Ça a dû commencer là, dans la nouvelle année qui commence. Donc, c'est vraiment encore plus de sexologues disponibles sur le marché. Donc, on a mis ici à votre disposition différentes ressources. Donc, vous pouvez également vous référer à la partie 1 et 2 pour bien d'autres ressources. Encore les boutiques en ligne dont je vous ai parlé, les organisations où il y a de la sexologie en privé. Vous pouvez joindre l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Des informations au niveau de la greffe de moelle osseuse. Alors, vraiment, vous n'avez qu'à suivre les liens et vous pouvez accéder à ces ressources-là. Et nos références, donc comme je le mentionnais tout à l'heure en début, la présentation de Réanne Beauqueux, également un article de Anne Katz sur la sexualité en phase terminale et l'unité 7 là, qui a été de Cano, qui a été écrit en collaboration avec Anne Katz et Réanne Beauqueux. Alors, sur ce, je vous remercie énormément de votre écoute et merci beaucoup, Frida, de m'avoir accompagnée dans cette aventure. Ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Merci Pascal, à bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup Frida et Pascal pour cette présentation. Nous vous invitons à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner les autres formations disponibles et pour accéder aux modules 1 et 2, les relations intimes lors de l'expérience du cancer. Je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui vous aidera à diriger vos patients et leurs familles vers nos services comme nos feuillets détachables. N'hésitez pas à diriger les patients vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qu'ils nomment comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Merci et à très bientôt.